On m'a demandé aussi de présenter Éric Fassin. Alors je vais être très court. Il a écrit un bouquin qui est en vente ici à votre gauche et à ma droite. Mais il est spécialiste des questions de genre et de sexualité, de race et de leur politisation. Il travaille, ça fait bizarre hein, de dire il, mais vous travaillez donc Éric, sur les croisements entre les sciences sociales et les enjeux démocratiques contemporains. Vous êtes enseignant à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Et vous êtes pour beaucoup, je pense, un des intellectuels les plus engagés contre les attaques visant les savoirs critiques. Vous allez être, j'allais dire torturé, voilà j'ai dérapé, vous allez être questionné par Jihan Sfer, qui est historienne ici à l'ULB du monde arabe contemporain, professeur à l'Université libre de Bruxelles, je viens de le dire, chercheuse à l'OMAM, l'Observatoire des mondes arabes et musulmans, et au RIPI, recherche en enseignement et politique internationale. Et vos recherches portent notamment sur la Palestine, les mémoires de l'exil, les politiques de la mémoire et de l'histoire dans les contextes postcoloniaux. Ça va, j'ai pas dit de bêtises. Très bien. Très bien. Et la dernière qui sera avec vous pour discuter, c'est Anna van der Gingst Lachnerman, qui est vice-présidente externe du Cercle du Libre Examen de l'ULB, étudiante en master de sciences politiques. Vous travaillez sur un mémoire portant sur la comparaison du traitement médiatique de l'antisémitisme entre Le Figaro et Libération après le 7 octobre 2023 et dans le contexte du conflit. J'ai mis conflit, donc du contexte israélo-palestinien. Ça m'intéresse d'avoir votre travail à la sortie, je pense que je ne serai pas tout seul. Et vous êtes également membre, mais vous n'êtes pas là ce soir en tant que membre de l'UPJB, mais je tenais à signaler que vous êtes donc membre de l'UPJB. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et n'oubliez pas que le livre est juste à votre gauche en sortant. D'abord, merci pour ces présentations et merci pour l'invitation, à la fois de trois institutions qui m'invitent, Libre Examen, Bruxelles Laïque et l'Institut Marcel Dumas. Et merci aussi au public. Ça fait plaisir de voir, quand on essaie de dire des choses et qu'on a du mal à les faire entendre, c'est très agréable qu'il y ait des gens qui souhaitent les entendre. Je commencerai peut-être par, et donc j'essaierai d'être assez bref pour qu'on ait du temps pour la discussion, comme on m'y a invité. Je commencerai peut-être par dire quelque chose sur l'histoire de ce livre. Il se trouve que j'ai publié en 2024 deux livres avec anti-intellectualisme dans le titre. L'un en anglais, l'autre en français. Celui en anglais, c'est State Anti-Intellectualism and the Politics of Gender and Race. Et étant donné l'organisation des publications en langue anglaise, c'est-à-dire ça prend plus de temps, ça veut dire que ce livre qui est un recueil, mais assorti d'introductions, etc., un recueil de textes déjà publiés qui porte sur la France, ce livre, en fait, il est paru après le 7 octobre. Donc écrire un livre sur l'anti-intellectualisme d'État avant le 7 octobre, mais qu'il sorte après le 7 octobre, dans un premier temps, je me suis dit, j'ai vraiment de la chance, parce que ça m'évite de parler de ce qui se passe depuis le 7 octobre. Pourquoi? Par peur. C'est-à-dire, en fait, il y a un sujet sur lequel j'ai été très attentif à ne pas du tout devenir compétent, c'est le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai estimé que j'avais déjà suffisamment d'ennuis comme ça, à parler de questions de genre, de sexualité, de race, à parler de la question rome, etc. Et qu'il faut faire des choix dans la vie et que l'incompétence, dans ce cas-là, m'arrangeait beaucoup, puisque ça m'obligeait à me taire. Et dans un deuxième temps, je me suis senti un petit peu mal parce qu'il y avait un décalage entre ce premier livre en anglais et le fait qu'il donnait des clés de lecture pour la suite, mais que je m'interdisais en quelque sorte de les analyser. Et j'ai essayé de réfléchir à comment on peut faire ça. Et j'ai essayé de le faire à partir non pas de mes opinions, mais à partir de mes compétences spécifiques, c'est-à-dire des choses sur lesquelles je travaille depuis très longtemps. Et en particulier pour ce qui concerne l'anti-intellectualisme, qui est le concept que j'utilise dans les deux livres et dans les titres des deux livres, ça renvoie à un travail que, par exemple,
j'ai essayé de mener au début des années 1990, donc il y a très longtemps pour une partie d'entre vous, il y a moins longtemps pour une autre partie d'entre vous, et c'est autour du politiquement correct, donc les controverses, les polémiques, qui, à bien des égards, annonçaient ce qu'on a vu plus récemment autour de la cancel culture, la culture de l'annulation, et d'autres accusations, procès en wokisme. Donc en fait, il y avait un sentiment de continuité. Et d'autre part, j'ai également travaillé sur les attaques contre les sciences sociales qui ont pu avoir lieu en France, entre autres. Par exemple avec le président Nicolas Sarkozy, mais ensuite avec le Premier ministre socialiste à l'époque, Manuel Valls, qui ont lancé des attaques contre les sciences sociales en disant que expliquer, c'est déjà justifié. Ensuite, dans les années 2010, j'ai travaillé sur des questions qui sont eh bien, les campagnes anti-genre, contre la théorie du genre, comme on le dit en France, ou contre l'idéologie du genre, comme on le dit dans d'autres pays. Et évidemment, l'anti-intellectualisme est une clé très importante, puisque ce ne sont pas seulement des mouvements réactionnaires, mais ce sont aussi des mouvements qui s'en prennent non seulement aux mouvements sociaux, en faveur de l'égalité et des droits, mais aussi qui s'en prennent aux études de genre. On a vu ensuite les attaques aux États-Unis en particulier contre la Critical Race Theory. Et le mot théorie qu'on retrouve après avoir vu la théorie du genre montre bien l'anti-intellectualisme revendiqué de ces polémiques. En France, on a plutôt parlé d'intersectionnalité, mais tout cela revient au même. Au fond, ce qui est en jeu, ce sont justement des concepts, c'est-à-dire l'idée que le monde universitaire pervertit la jeunesse. En particulier, on a vu le président de la République en France, Emmanuel Macron, en juin 2020, au sortir du premier confinement, s'en prendre aux universitaires accusés de casser la République en deux, et casser la République en deux, en particulier pour contribuer, selon lui, à l'ethnicisation de la question sociale, ce qui m'intéressait d'autant plus que j'ai co-dirigé, il y a une vingtaine d'années, un livre qui s'appelle « De la question sociale à la question raciale », avec un point d'interrogation. Donc, en fait, il y a pour moi une continuité dans ce travail. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Parce que, en fait, c'est un des enjeux sur lesquels je conclurai, c'est la question des savoirs, justement, c'est-à-dire d'essayer de ne pas intervenir à partir d'opinions, non pas qu'il soit illégitime de le faire, mais d'essayer, face à l'anti-intellectualisme, de revendiquer la valeur du travail intellectuel, c'est-à-dire d'essayer de faire mon métier, notre métier pour beaucoup d'entre nous, essayer de faire notre métier, essayer de montrer que eh bien, ça permet de comprendre des choses sur le monde. Et que les savoirs critiques, ça a une fonction, c'est d'essayer de voir, pas forcément dans les termes qui nous sont donnés dans l'espace public, d'essayer de forger des manières de parler des choses qui ne soient pas forcément identiques, mais c'est justement pour ça qu'on est attaqué. Alors, je voudrais maintenant effectivement préciser un peu ce que j'entends par anti-intellectualisme. L'anti-intellectualisme, tel que je l'utilise, c'est un concept, c'est-à-dire c'est un outil pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et en particulier, un des éléments pour avoir travaillé depuis de nombreuses années sur toutes ces attaques, wokisme, islamo-gauchisme, etc., eh bien, ça permet de voir quelque chose qui est très simple, c'est que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Alors là, je ne parle pas, pour les raisons que je vous ai dites, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je vous parle de ce qui se passe dans les attaques contre les universités. Évidemment, il peut y avoir un rapport entre les deux. Mais en tout cas, pour les attaques contre les universités, on voit très bien que c'est les mêmes personnes qui s'en prennent en gros aux mêmes personnes et avec en gros les mêmes vocabulaires. Par exemple, lorsque Sciences Po est mise en cause pour ce qui aurait été un propos antisémite, il se trouve que l'enquête montrera plus tard qu'ils ont abandonné cette accusation, mais que là, ça n'intéressait plus personne de le savoir, ou en tout cas dans les médias. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que
dès le premier jour, on entend parler d'islamo-gauchisme, avec en particulier le président du Sénat, Gérard Larcher, qui parle de Sciences Po comme d'un bunker islamo-gauchiste. Il y aura des propos comparables chez Éric Zemmour, mais ça veut dire que les institutions de l'État elles-mêmes interviennent pour remobiliser ce vocabulaire. Et on sait que, par exemple, le ministre actuel de l'Éducation nationale en France, eh bien, c'est quelqu'un qui a souhaité relancer l'enquête qui avait été demandée sans être mise en œuvre par Frédérique Vidal, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur. Enquête contre l'islamo-gauchisme, etc. Donc, il est intéressant de voir qu'on ne peut pas isoler la question des accusations d'antisémitisme. Ça s'inscrit dans un ensemble. C'est le sens du sous-titre de l'ouvrage, hein, bien sûr, du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme. C'est de ne pas avoir l'illusion que quand on parle d'antisémitisme, ça ne parle que d'antisémitisme. Ce qui est vrai en général, c'est-à-dire ça n'est pas propre à cette question. Je crois que le travail des sciences sociales, c'est souvent, justement, d'essayer de reconstruire les choses pour montrer que si on découpe un morceau, comme on le fait souvent dans le débat public, eh bien, on ne comprend pas que ça ne vient pas de nulle part. Ça vient bien sûr d'une histoire qui est celle de l'antisémitisme, ou qui est celle du rapport avec Israël, etc., bien sûr, mais ça vient quand même très littéralement d'un débat qui préexiste de polémique contre les universités depuis des années et depuis des décennies, sous d'autres termes, sans que le terme d'antisémitisme ne soit forcément utilisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc de parler d'anti-intellectualisme? Comme une partie de mon travail depuis longtemps porte sur les États-Unis, eh bien, il y a toute une réflexion aux États-Unis sur l'anti-intellectualisme qui serait caractéristique de la culture états-unienne. En particulier, il y a un livre célèbre de Richard Hofstadter sur l'histoire de l'anti-intellectualisme aux États-Unis. C'est à la suite des années du macartisme, une réflexion sur ce qui serait particulier, spécifique, propre aux États-Unis. Cette vision culturelle, eh bien, aujourd'hui, on sent que ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'anti-intellectualisme, ce qui est très frappant, c'est qu'on le retrouve dans des pays très très différents et sous des régimes apparemment différents. Mais ça peut aller de Poutine et Orban à Trump et Bolsonaro et Milei, etc. Donc, je crois qu'il est important de penser le fait que c'est quelque chose qui joue un rôle aujourd'hui qui dépasse largement les frontières nationales. Il y a une internationalisation de ce mouvement d'anti-intellectualisme. Après, le deuxième élément que je voudrais souligner dans l'utilisation que je fais de ce concept, c'est contre ce que j'appelle une erreur sociologique. Alors, je suis sociologue, donc je n'ai rien contre la sociologie, mais il y a une illusion quand on parle d'anti-intellectualisme qui est très répandue, c'est qu'au fond, ça opposerait deux catégories de gens qui seraient définies par des propriétés sociologiques, les uns avec plus de diplômes et les autres avec moins de diplômes. Qu'au fond, l'explication de l'anti-intellectualisme serait dans les propriétés intellectuelles des acteurs sociaux. Ça, c'est un argument qui sert très bien la droite et l'extrême droite. Parce que c'est ce qu'elle raconte depuis très longtemps. C'est que, au fond, le peuple, les vrais gens, normaux, c'est-à-dire qui votent à droite et à l'extrême droite, eh bien, ils en ont assez de l'arrogance des élites. Et les élites, ça veut dire les élites culturelles. Pourquoi? Parce que les élites culturelles, eh bien, elles seraient en train de dire que c'est intéressant de dire des mots compliqués, c'est intéressant de faire des citations, c'est intéressant de manger du tofu, que c'est intéressant de faire du vélo, que c'est intéressant de... etc. Donc en fait, un ensemble de propriétés culturelles qui sont censées définir aujourd'hui les élites. Ça, c'est ce que raconte la droite républicaine, par exemple, aux États-Unis, depuis des décennies. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui remonte au macartisme. C'est-à-dire l'anti-intellectualisme était une caractéristique importante du macartisme.
C'est pour ça que quand on entend aujourd'hui qu'il y aurait un macartisme de gauche avec la cancel culture, etc., c'est-à-dire une tolérance propre à la gauche, on est obligé de se rappeler que quand même, le macartisme, c'était anti-intellectuel, et qu'aujourd'hui, les attaques contre le wokisme, etc., bah, c'est des attaques contre les intellectuels. Donc, il y a un renversement, et ce renversement, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que finalement, les mots n'ont pas de sens. On peut dire une chose et son contraire, on peut renverser dans une logique justement orwellienne, on peut renverser le vocabulaire, et ça se passe très bien. Donc il me paraît important de résister à la facilité qui est de se dire que tout oppose d'un côté des élites culturelles et de l'autre un peuple. Entre autres parce que ça c'est une vision de la lutte des classes qui est une vision de la lutte des classes de droite. Parce que qu'est-ce qui a disparu dans cette affaire-là? C'est le capital, c'est l'argent. Donc l'idée que les vraies élites aujourd'hui seraient les élites culturelles est en général démentie par l'expérience, j'en fais l'hypothèse, des gens qui sont dans la salle. C'est-à-dire que, en réalité, un des éléments qui définit aujourd'hui les élites culturelles, c'est plutôt le manque de capital économique. Donc on n'est pas dans le monde, on n'est plus dans le monde de Pierre Bourdieu. Le monde de Pierre Bourdieu, c'est en fait que le capital culturel pouvait être un supplément d'âme pour des élites économiques. Ça n'est plus le cas. On voit bien au contraire un caractère un peu ostentatoire dans l'inculture, souvent dans les élites économiques. Je crois donc qu'il est important de résister à cette hypothèse, y compris quand on entend des analyses sur les élections aux États-Unis, selon lesquelles en réalité, les gens sans diplôme ont voté pour Trump et les gens avec diplôme ont voté pour Kamala Harris. Ça n'est vrai que pour les Blancs, puisqu'il n'y a pas de différence pour les électeurs noirs, d'après ces mêmes sondages, qu'on ait un diplôme ou pas. Autrement dit, ça n'est pas le fait d'avoir un diplôme, c'est le fait d'avoir un diplôme quand on est blanc. Ce qui change bien sûr le sens des choses. Donc je crois qu'on n'a pas intérêt à accepter cette vision faussement sociologique, sociologisante, et on a intérêt à mettre en avant le caractère idéologique. C'est une bataille politique qui, bien sûr, peut recouper certains éléments sociologiques, mais on a intérêt à ne pas minimiser la partie sociologique, et en particulier, je crois qu'on a intérêt à rappeler que la hiérarchie sociale, aujourd'hui, plus qu'à l'époque de Bourdieu, eh bien, elle repose sur l'argent. Avec cet outil, l'anti-intellectualisme, je voudrais donc maintenant essayer de réfléchir un peu à ce qui s'est passé autour des universités. Pourquoi y a-t-il des attaques un peu partout en ce moment? On peut se dire parce que le 7 octobre, mais on l'a vu, ça a commencé avant. Et c'était à propos d'autres objets. Donc, ça ne peut pas être seulement pour une raison ou pour une autre. Il y a un contexte international qui, me semble-t-il, est très important, qui est le fait que nous vivons dans un monde néolibéral. Ce monde néolibéral autoritaire, aujourd'hui, eh bien, dans quelle mesure rencontre-t-il des logiques néofascistes? Non pas par nature, hein, mais dans une conjoncture historique qui est la nôtre. Ben, on le voit précisément sur la question de l'anti-intellectualisme. Pour le néolibéralisme, les savoirs critiques, c'est-à-dire la remise en cause de l'évidence des choses par le travail intellectuel, les savoirs critiques, eh bien, pour le néolibéralisme, c'est inutile, c'est une perte de temps. On ne va quand même pas financer ces trucs-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer en France? Vous l'avez peut-être vu, on a une instance d'évaluation qui est censée être par les pairs et qui s'appelle le HCERS et qui est en train de donner des avis défavorables sur les licences et les masters lorsque c'est dans des disciplines comme la philo ou comme les sciences sociales, dont il est vrai l'utilité n'est pas toujours facile à établir publiquement aujourd'hui, eh bien, et en plus plutôt dans des universités qui ont un public populaire. Donc, en réalité, on voit bien que là, l'évaluation qui ne se veut pas du tout politique, qui se veut purement technique, eh bien, elle va dire tout ça, ça sert à rien, on perd notre temps, ça va, vous allez former des chômeurs, etc., etc.
Donc, dans une logique néolibérale, les savoirs critiques, ça ne sert à rien, c'est du gâchis. Dans une logique néofasciste, et on le voit très bien aujourd'hui avec Donald Trump, c'est dangereux, les savoirs critiques. C'est dangereux, que ce soit l'écriture inclusive, que ce soit le fait d'utiliser le mot genre, que ce soit le fait de parler de race, que ce soit, etc., etc., vous savez à peu près, mais bien sûr, ça peut s'étendre aussi à s'inquiéter du climat ou d'autres considérations. Même plus généralement, le fait de parler d'inégalité, sans même aller jusqu'à oser dire discrimination, eh bien, on voit que ça fait partie du vocabulaire qui est rayé. Donc, tout cela est dangereux. Eh bien, si on se dit que d'un côté, il y a des gens qui trouvent que tout ça est inutile et de l'autre, des gens qui trouvent que tout ça est dangereux, on comprend la convergence dans l'anti-intellectualisme. Comme je ne veux pas prendre trop longtemps, j'avance vers quelques éléments concernant l'utilisation de l'antisémitisme aux États-Unis. Mon point de départ avait été un étonnement devant le fait que Elon Musk, en novembre 2023, pouvait, en l'espace de 48 heures, faire un tweet qui reprenait à son compte la théorie, qui n'en est pas une, disons le slogan ou la rhétorique du grand remplacement, dans sa version états-unienne. Alors là, j'explique ce que j'entends par là. En France, en tout cas, et je crois souvent en Europe, quand on parle de grand remplacement, et ce n'est pas sans une certaine fierté que je ferai remarquer que c'est un auteur français, Renaud Camus, qui a forgé ce terme. On a le nationalisme qu'on peut. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tel qu'on l'entend en France, c'est un grand remplacement avec deux termes. Il y a les blancs et il y a les autres. Donc, c'est les autres, racisés, qui remplacent les blancs. Mais aux États-Unis, il y a un tiers. Et ce tiers, c'est les Juifs. À Charlottesville, en 2017, c'est-à-dire quand il y a eu des suprémacistes blancs qui défilaient, ils disaient deux slogans. L'un qui était « You will not replace us », vous ne nous remplacerez pas, et un autre slogan qui était « Jews will not replace us », les Juifs ne nous remplaceront pas. Ça veut dire quoi? Vous reconnaissez en creux la figure de George Soros, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des Juifs internationalistes, globalistes, tout ce qu'on voudra, qui organisent le remplacement par des migrants racisés de la population blanche. Donc, le fait que Elon Musk puisse reprendre à son compte cette rhétorique lui vaut une critique, parce que quand même on reste poli, du président de la Anti-Defamation League qui, depuis le début du XXe siècle, lutte contre l'antisémitisme. Mais 24 ou 48 heures plus tard, Elon Musk fait un autre tweet où il dit que sur Twitter, il va interdire des expressions comme From the river to the sea. Et là, le même Jonathan Greenblatt, président de l'Anti-Defamation League, dit « Formidable, c'est un des plus grands soutiens contre l'antisémitisme ». Alors, la suite nous encourage à douter un peu, parce qu'après tout, le salut nazi de Elon Musk a mis mal à l'aise un certain nombre de gens, même si le même Jonathan Greenblatt a dit « oui, il ne faut pas toujours exagérer, etc. » Donc, en fait, quelqu'un qui était censé lutter, c'est la fonction de la Anti-Defamation League, qui était censé lutter contre l'antisémitisme, trouvait que du moment qu'il était du côté d'Israël et du moment qu'il défendait, qu'il était soutenu par Netanyahou, il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, il y a eu une redéfinition, on le dit souvent, de l'antisémitisme à propos de l'antisionisme. Mais ce qui me paraît plus frappant, c'est que ce n'est pas simplement que l'antisionisme est entré dans la définition de l'antisémitisme, mais c'est que l'antisémitisme est sorti de la définition de l'antisémitisme.
pour me laisser la place, car l'antisionisme, j'utilise les termes là juste de manière rapide et sans les discuter, et c'est juste avec des guillemets. Donc c'est un renversement qui me paraît très important, mais alors on pourrait se dire, donc oui, c'est bien de ça que ça parle. Sauf que on s'aperçoit que les mobilisations de droite aux États-Unis contre l'antisémitisme, bah, ça n'empêche pas que certains sont non seulement contre les Juifs, comme Candace Owens par exemple, dans une version chrétienne, mais aussi qu'ils peuvent être plutôt contre l'État d'Israël. Donc, rien de tout ça n'est gênant. En fait, ce qu'on voit par exemple avec Renaud Camus en France, c'est que dès le lendemain du 7 octobre, ce personnage donc, qui parle de grand remplacement et qui, au début des années 2000, avait dénoncé dans son journal le fait qu'il y avait trop de juifs sur France Culture, ce qui lui avait valu un soutien amical d'Alain Finkielkraut, eh bien, je n'exagère pas, c'est pas une plaisanterie, malheureusement, et donc ces liens d'amitié se sont développés depuis lors, ils sont revendiqués publiquement. Donc, en fait, ce passé-là a été effacé, on n'en parle plus, mais ce dont on parle, ce qu'on voit, c'est que Renaud Camus, dès le lendemain du 7 octobre, a été un des plus fervents soutiens d'Israël. Pourquoi? Parce que pour lui, Israël est le modèle de ce que nous voulons si nous sommes d'extrême droite. Donc là, la première personne est un peu maladroite. Mais c'est-à-dire que ce que dit Renaud Camus, c'est notre modèle. C'est un modèle de pureté ethnique. Autrement dit, chacun chez soi. Les Africains en Afrique, les Juifs en Israël et les Blancs en Europe. C'est ça, au fond, la logique, justement, de dénonciation du grand remplacement. C'est chacun chez soi. Et à certains égards, ça veut dire qu'on sait qu'aujourd'hui, Israël n'a pas particulièrement de difficulté à faire venir des dirigeants d'extrême droite dont les accointances avec l'antisémitisme sont avérées. Pourquoi? Parce qu'au fond, le projet n'est pas radicalement différent. La question n'est pas tant juif ou pas, antisémite ou pas, etc. C'est plutôt un modèle ethno-nationaliste que partagent les extrêmes droites. Et donc, ça n'est pas un malentendu, ça n'est pas qu'ils auraient oublié, ou etc., mais c'est que leur priorité aux uns et aux autres, à l'extrême droite, dans des pays très très différents, c'est un modèle ethno-nationaliste. Si on regarde en France ce qui s'est passé, que j'évoquais rapidement tout à l'heure, et autour de Sciences Po, on voit bien une construction politique. C'est-à-dire que ce que je raconte en essayant de donner des éléments empiriques, c'est une occupation d'un amphithéâtre parce qu'on n'accorde pas aux étudiants le droit d'utiliser un amphithéâtre pour organiser un événement sur Gaza. Donc une occupation pendant 4 heures pour organiser un événement. À la fin des 4 heures, il y a un tweet. Un tweet de l'Union des étudiants juifs de France qui met en cause donc l'idée qu'il y aurait eu une parole antisémite. Antisioniste, antisémite, il y a un petit doute là-dessus. Enfin, non pas sur la réalité, hein, mais dans les attaques. Alors, encore une fois, la suite montrera qu'après enquête, il semble qu'une phrase ait été dite, on ne sait pas par qui, que la personne qu'elle visait ne l'a pas entendue, et qu'on n'est pas sûr des termes qui ont été utilisés. Je résume ce qu'a dit le directeur de Sciences Po. Hein, donc, c'est pas... donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Que ce tweet fait que, 3 heures après, la ministre quitte Sciences Po après avoir parlé à un peu tout le monde. Autrement dit, elle a à peine eu le temps de déjeuner. Elle a tout de suite réagi. Le lendemain matin, Conseil des ministres. Le président de la République se prononce là-dessus avec des mots très durs qui sont repris par la porte-parole qui donne toute cette condamnation par le président de la République. Et l'après-midi, donc 24 heures après l'incident, eh bien, le Premier ministre s'invite
au conseil d'administration de Sciences Po en disant le poisson pourrit toujours par la tête, mais je crois qu'il renvoyait à Sciences Po et non pas au gouvernement en disant cela, et que c'était un maoïsme de circonstance, mais puisque Gabriel Attal n'est pas particulièrement gauchiste. Mais donc ce que dit Gabriel Attal à ce moment-là, c'est qu'on pourrait bien couper des financements à Sciences Po. Et c'est ce qui est repris ensuite par Valérie Pécresse, la présidente de la région, etc. Autrement dit, la question des financements, elle est très importante, et on retrouve là ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une volonté explicite, très facile à vérifier, de faire comme aux États-Unis. Et il va y avoir des auditions en France, comme il y a eu des auditions aux États-Unis. Des auditions des présidents d'université. Pourquoi on n'a pas beaucoup entendu parler des auditions françaises alors qu'on a beaucoup entendu parler des auditions états-uniennes? Une des grandes différences, elle tient aux libertés académiques. Aux États-Unis, commençons par la France, en France, les présidents d'université, il y a des exceptions quand ce ne sont pas des universités comme Sciences Po, mais les universités élisent leur président. La communauté universitaire élit son président. Donc, s'il y a une audition où les présidents se font très maltraités, ça ne change rien. Ils ne peuvent pas être poussés à la démission. Par qui? Par personne. En revanche, aux États-Unis, il y a des conseils d'administration, des Board of Trustees, qui ont un pouvoir, sans être forcément universitaire, et qui renvoient souvent à un pouvoir financier aussi derrière. Et d'ailleurs, ça a été revendiqué. Évidemment, c'est un sujet un peu délicat, parce qu'on voit bien combien, si on commence à dire qu'il y a eu des pressions financières, eh bien, la question de l'antisémitisme revient, alors même que ça a été revendiqué, ces pressions financières, par des milliardaires qui ont dit j'arrête de financer Harvard, etc. Donc, pourquoi des présidentes aux États-Unis ont-elles démissionné? Parce qu'elles ne sont pas élues. Autrement dit, parce qu'il n'y a pas un des principes des libertés académiques qui existent en France, à savoir la collégialité. La collégialité, c'est que c'est un autogouvernement des universités. Il y a d'autres dimensions, bien sûr, aux libertés académiques, mais ça en fait partie. Donc je crois qu'il est intéressant de voir, premièrement, la circulation entre la France et les États-Unis, de rejouer les mêmes jeux, mais d'autre part les différences entre la France et les États-Unis, et c'est là qu'on voit que les questions institutionnelles, ça compte. Savoir, en fait, comment on devient président d'université ou présidente. Je vais rapidement sur tout ça pour qu'on ait bien le temps de la discussion, mais je voudrais ajouter quelque chose sur la différence entre liberté académique et liberté d'expression. La raison pour laquelle cette question est intéressante, à mon sens, n'est pas seulement théorique, elle est aussi politique. Pourquoi? Puisque depuis des années, la droite utilise la liberté d'expression contre le monde universitaire, en disant que dans le monde universitaire, on ne peut plus rien dire. Donc, il est important de réfléchir à la différence entre la liberté d'expression et les libertés académiques. Pour ma part, j'en propose une définition assez simple. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est la liberté de tout dire dans les limites de la loi, et la loi est variable d'un pays à l'autre, ça n'est pas la même chose en France et aux États-Unis, y compris n'importe quoi. Alors que les libertés académiques, c'est la liberté de tout dire dans les limites de la loi, à condition que ce ne soit pas n'importe quoi. Alors, j'entends bien une objection possible. Nous connaissons parfois des universitaires qui ne sont pas dans cette salle et qui disent n'importe quoi. Non. Mais, et ça m'arrive aussi, sans aucun doute. Simplement, en tant qu'universitaire, on n'a pas intérêt à dire n'importe quoi. On n'y a pas intérêt parce qu'on a besoin d'une légitimité dans le monde universitaire, et si on dit n'importe quoi, par exemple, si mes faits sont faux, ou bien si mes arguments ne tiennent pas,
il y aura beaucoup de collègues qui vont s'en donner à cœur joie et à juste titre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que le monde universitaire est fondé sur l'idée qu'on va se critiquer les uns les autres, ce qui nous dissuade de dire n'importe quoi. Alors que par exemple, dans le monde politique, on voit bien que le coût de dire n'importe quoi est assez faible, voire même qu'il y a des bénéfices à dire n'importe quoi. Je crois donc qu'il est important de défendre cette vision des libertés académiques qui n'est pas la même que celle de la liberté d'expression. Et en particulier, c'est quelque chose qui joue, me semble-t-il, un rôle très important dans ce que c'est que l'université. Au début du XXe siècle, en Allemagne, la liberté académique comprenait la liberté pour les étudiants de choisir ce qu'ils étudiaient. Ça n'est plus le cas depuis longtemps. On peut le regretter, mais puisque c'est comme ça, je trouve que c'est intéressant. Ça veut dire que qu'est-ce qui définit la position des étudiants? C'est une liberté d'expression. Et c'est très important, bien sûr. Ce qui veut dire aussi de dire des choses dont, peut-être, parfois, on peut trouver que c'est n'importe quoi. Très bien. Les professeurs sont censés ne pas dire n'importe quoi. Et donc c'est la confrontation des deux, le monde universitaire. C'est le fait d'essayer, enfin, quand on est prof, il me semble que, évidemment, et pour ma part, je critique depuis très longtemps l'illusion de la neutralité axiologique. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, il faudrait être neutre, n'a aucun sens pour moi, et en particulier pour les sciences sociales. Je ne vois pas comment on pourrait proposer une description du monde neutre. En fait, on peut neutraliser, c'est-à-dire faire comme si c'était neutre. C'est ce qui se fait souvent. Mais on sait bien que les mots qu'on utilise, les questions dont on parle, la manière dont on en parle, eh bien, c'est lié en partie aux personnes que nous sommes. C'est ce que mettent en avant les épistémologies féministes, mais c'est ce que disait déjà très clairement Max Weber. Donc, la neutralité axiologique ne vient pas de Max Weber. Si ça vous intéresse, j'ai de longs développements sur ce sujet qui me passionne, mais je ne voudrais pas nous perdre dans nos histoires. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de cette confrontation? Pourquoi les universités sont-elles aujourd'hui autant attaquées? Eh bien, la première raison, et pas seulement dans un pays, et dans beaucoup de pays, et pas seulement à propos de l'antisémitisme ou des mobilisations pro-palestiniennes, ou etc. Non, sur beaucoup de sujets. Pourquoi les universités sont-elles autant attaquées? Eh bien, précisément parce que c'est le lieu de la confrontation entre liberté d'expression et liberté académique. Mais qu'on est à un moment où la crainte que les universitaires pervertissent la jeunesse, en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a une circulation entre les mouvements sociaux et les savoirs critiques. Qu'est-ce qu'on reproche souvent aux intellectuels? C'est d'être loin de la réalité. Mais qu'est-ce qu'on reproche en ce moment aux intellectuels? C'est d'être trop près de la réalité. C'est-à-dire d'avoir des rapports avec le monde. Sinon, il n'y aurait pas de raison de taper sur les intellectuels. Au fond, on dirait seulement qu'ils sont inutiles. Là, on dit aussi qu'ils sont dangereux. Donc je crois qu'on a intérêt à réfléchir au sens de ces attaques. Et le sens de ces attaques, il me semble que ça tient au statut de la vérité. Quand on prend les discours néofascistes, ils ne s'embarrassent pas de vérité. Ils ne s'embarrassent pas de cohérence. Ils ne s'embarrassent pas de vérification empirique. Donc, je propose, pour ma part, d'utiliser une distinction qui a été formulée par un philosophe de Princeton, qui, et vous allez voir pourquoi je tiens à dire que c'est un philosophe de Princeton, c'est pour légitimer mon propos, Harry Frankfurt, qui a écrit un essai qui s'appelle « On Bullshit ». Et donc, en français, moi je dirais que c'est le n'importe quoi. N'importe quoi qu'on peut donc traduire par bullshit, ou le bullshit qu'on peut traduire par n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, il ne faut pas confondre le bullshit, le n'importe quoi, avec le mensonge. Le mensonge, d'abord, politiquement, ça n'a rien de nouveau. La politique a une longue histoire. On parle aujourd'hui de fake news, mais on parlait avant de propagande. C'est quand même à peu près la même chose.
Donc le mensonge, c'est pas nouveau. Et non seulement c'est pas nouveau, mais c'est aussi une forme d'hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire d'hommage à la vérité. C'est-à-dire quand on ment, on veut que les gens croient que c'est vrai. Donc si on veut que les gens croient que c'est vrai, ça veut dire que la vérité a une valeur. On défend la vérité quand on ment. D'une manière paradoxale, certes, mais quand même, ça veut dire qu'on croit que la vérité a de la valeur. Le bullshit, pas du tout. Le bullshit, il n'y a pas la volonté de faire croire que c'est vrai. Je prendrai un exemple qui me paraît éclairant, parce que j'imagine que tout le monde en a entendu parler, lorsque Donald Trump lance l'idée que les Haïtiens du côté de Springfield, dans l'Ohio, eh bien, mangent les chiens et les chats. On a un problème à ce moment-là, c'est que les journalistes, à juste titre, vont faire du fact-checking. C'est-à-dire, ils vont vérifier, est-ce que les Haïtiens mangent les chiens et les chats? Et ils reviennent après des enquêtes en disant non. Ce qui est plutôt une bonne surprise dans le contexte actuel, parce que ça aurait un peu compliqué les politiques antiracistes qu'une partie d'entre nous continue d'essayer de défendre. Même si on sait bien que tout le monde, selon les cultures, mange des trucs bizarres et tout ça, mais enfin... Mais au fond, le travail des journalistes qui font ça n'a aucune prise. Ça n'a pas empêché de continuer. Pourquoi? Parce que le but n'était pas que les gens y croient. Le but, c'est que c'était quand même plutôt sympa. C'était plutôt jouissif. Et je pense qu'il y a une jouissance dans cette désacralisation de la vérité, dans le fait de dire n'importe quoi et de voir l'autre camp qui s'indigne en disant « mais non, mais c'est pas vrai, on ne peut pas dire n'importe quoi ». Ben si, on peut dire n'importe quoi. Et l'aboutissement, à mon sens, ça c'est une des formes les plus visibles, mais l'aboutissement dans la campagne de Trump, c'est à force de dire n'importe quoi, à la fin, il ne disait plus rien. C'est-à-dire, il pouvait se dandiner sur scène pendant une demi-heure, sans rien dire, et finalement, c'est la même chose que de dire quelque chose. Et quand on a entendu les commentateurs qui disaient, au fond, les électeurs ont voté pour l'économie. Si c'était le cas, ils se seraient bien trompés. Mais surtout, quand on voit qu'il y a eu un seul discours sur l'économie par Trump, pendant toute sa campagne, et que ce discours, il a commencé en disant « mes conseillers me disent de parler d'économie ». Et qu'ensuite, au bout de 2-3 phrases, il dit « bon, on s'en fiche ». Et à ce moment-là, il commence à parler de sujets plus intéressants, comme le rire de Kamala Harris. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une volonté, non pas simplement de ne pas respecter la vérité, mais de la casser, de faire que la vérité n'ait plus cours, qu'elle n'ait plus de valeur. Donc, pourquoi on s'en prend aux universités? Eh bien, parce que les universitaires sont payés pour croire à la vérité. Alors, vous me direz, il y a des Foucaldiens. Et les Foucaldiens, on sait qu'ils sont, enfin j'en fais un peu partie, mais on sait qu'ils sont assez critiques de la vérité, etc. Bon. Oui, mais même quand en philosophie ou en sciences sociales, on produit des discours hyper critiques sur la vérité, on le fait selon des procédures. C'est-à-dire qu'on va avoir des références, on va avoir des notes de bas de page, on va essayer d'avoir des arguments cohérents, on va prendre, etc. Donc, il y a un travail qui respecte des règles. Alors, ça veut dire que la vérité, je la définis comment? Ben, c'est pas n'importe quoi. C'est minimal. Mais ça a une certaine utilité par les temps qui courent. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'accorder là-dessus. Si on est dans le monde universitaire, si on ne croit pas qu'il vaut mieux éviter de dire n'importe quoi, c'est la fin du monde. De mon point de vue, en tout cas. Cette bataille autour de la vérité, pourquoi elle se joue contre les universités? Et je vais terminer là-dessus pour qu'on puisse discuter. Pourquoi elle se joue contre les universités? Eh bien parce qu'il y a d'autres domaines où on produit du savoir, on produit la vérité, comme l'édition ou les médias. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'édition et les médias, eh bien, leur autonomie, face au pouvoir économique et face au pouvoir politique, recule. L'université,
certes, et beaucoup d'entre nous le savent, elle est en but depuis des années à des attaques, et qui sont souvent non seulement les attaques sur l'islamo-gauchisme, etc., mais des attaques encore plus graves dans la pratique quotidienne par des réformes néolibérales qui font que la pensée critique c'est bien beau, mais enfin en général on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'il y a des tas de trucs qu'on doit faire qu'on ne faisait pas avant, et donc il y a une manière d'occuper. Et en plus d'occuper de telle sorte que ça crée des tensions dans le monde universitaire entre les précaires et les titulaires, entre les titulaires parce que si on peut obtenir des moyens de se libérer un peu du temps alors que d'autres non, etc. Donc en fait ça fait une sorte de concurrence qui fait qu'au lieu d'avoir le temps de développer un esprit critique, on est surtout en colère contre ses collègues. Donc les réformes néolibérales, eh bien, elles ont cet effet-là. Mais quand même, malgré tout, eh bien, on est quand même encouragé par la communauté universitaire à essayer de temps en temps de réfléchir, de se poser dans des questions qui ne seraient pas forcément dans les termes déjà reçus. Donc on peut trouver que c'est résiduel, mais c'est ce résiduel dont les pouvoirs aujourd'hui essaient de se défaire. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle les savoirs universitaires, et en particulier les savoirs critiques, sont visés, je la suggérais déjà tout à l'heure, c'est que un des problèmes de l'université, comme vous le savez, c'est qu'il y a des étudiants. Autrement dit, il n'y a pas que des vieux, il y a des jeunes. Ça présente beaucoup d'inconvénients, surtout quand on est vieux, mais, ce qui est mon cas, mais je pense qu'il est important de voir que c'est bien ça l'enjeu, parce que qu'est-ce qui se passe politiquement aujourd'hui, un peu dans toutes les sociétés? C'est qu'il y a un écart générationnel politiquement considérable, et en particulier qui a été très visible sur les perceptions concernant ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des sondages un peu dans tous les pays qui montrent que, en gros, les jeunes sont davantage sensibles au point de vue palestinien et que les vieux sont davantage sensibles au point de vue israélien. Pour dire vite et sans entrer dans aucun terme problématique. Mais ce n'est pas seulement sur ce sujet-là, c'est sur plein de choses. En plus, c'est redoublé par un élément de genre, c'est-à-dire que les jeunes femmes sont plus à gauche que les jeunes hommes. En particulier, c'est très sensible aux États-Unis. Donc, des éléments comme ça qui expliquent aussi que toutes ces attaques, c'est pas seulement sur l'antisémitisme, mais c'est aussi sur le féminisme, c'est aussi sur les études de genre, c'est aussi sur les études sur la race, etc., etc. Donc, en fait, pourquoi on s'en prend aux universités? Parce que ce sont des lieux où il peut y avoir du savoir critique, parce que ce sont des lieux où il y a non seulement des vieux, mais aussi des jeunes, et aussi parce que c'est des lieux où sont confrontés la liberté d'expression et la liberté académique. Parce que le but, en tant qu'enseignant, c'est d'essayer de dire, c'est très bien d'avoir des opinions, c'est essentiel, mais il est intéressant, voire désirable, d'essayer de mobiliser du savoir pour penser. C'est ça, me semble-t-il, le but du métier. C'est-à-dire de se dire, finalement, ça ne me distrait pas essayer de réfléchir, de savoir, de m'informer, d'utiliser des concepts, etc., ça ne me distrait pas de mes engagements. Au contraire, ça me donne des outils pour penser. Donc c'est sur cette version optimiste du métier universitaire par des temps difficiles que j'achève en vous remerciant pour votre indulgence. On peut s'asseoir comme ça, peut-être que c'est... Ce serait facile. Allez, merci.
Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Non. Merci. Ouais. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. J'imagine que la salle ici, elle est avec vous. Donc on comprend tout à fait ce que vous dites et acquiesce à la plupart de ce que vous avez dit. Mais moi, comme Francine a dit que je vais vous torturer, non, c'était pas Francine. Salut. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais revenir en fait sur trois choses. La première chose, sur l'universalité de la question palestinienne, qui a traversé et qui est une question universelle, parce que c'est une question européenne, parce que l'État d'Israël a été voté aux Nations Unies, parce qu'il y a eu la Nakba et le départ des Palestiniens, et qu'il y avait le mandat britannique. Donc c'est une histoire européenne, c'est une histoire mondiale, et c'est une question universelle qui mobilise encore, qui divise, qui polarise. Revenir un peu là-dessus, sur la particularité de cette question, qui a divisé également notre université. Et c'est là où je reviendrai sur le deuxième point, qui est la figure de l'intellectuel. C'est-à-dire, vous parlez de misère de l'anti-intellectualisme, or, il y a certains intellectuels, ou en tout cas qui sont reconnus comme étant des intellectuels. Je parlerai de Gilles Kepel, par exemple, qui a théorisé un peu l'identitarisme, les territoires identitaires de la France avec Bernard Rongier, qui sont tous les deux politistes, bien installés à l'université en France, où je parle aussi plus loin de Samuel Huntington, qui va diviser le monde en culture et en civilisation, et puis qui va parler du clash des civilisations, qui font partie de cette université, qui sont reconnus comme étant intellectuels. Est-ce qu'on va considérer que, ou même, Alain Finkielkraut, on va considérer qu'il est intellectuel, parce qu'il est aussi, il est reconnu par certains comme étant un philosophe, un intellectuel qui produit, qui écrit, et qui a... Donc, si on les écoute, c'est eux qui ont également aidé à fabriquer ce discours réactionnaire et qui ont aidé également à baliser un peu cette voie pour qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir dire n'importe quoi, à stigmatiser les communautés. Et donc, quand on parle de misère de l'intellectualisme, comment on peut les placer dans votre discours, dans votre pensée? La troisième chose sur laquelle je reviendrai, c'est la fonction organique qu'un intellectuel peut avoir, comme Edward Said l'avait dit en se référant à Gramsci. Et aujourd'hui, cette fonction organique, donc faire partie de la société, militer, être producteur d'idées, elle n'est pas remplacée par d'autres acteurs, comme Cyril Hanouna par exemple, qui a une voix beaucoup plus grande que les intellectuels ou les universitaires que nous sommes, qui produit du bullshit, ou comme par d'autres aussi, qui sont en train de déformer complètement la question palestinienne, qui contribue également à renforcer ce sentiment de haine et d'accuser les autres d'incitation à la haine raciale. De dire, voilà, ce sont eux qui sont en train de nous inciter à la haine raciale. Donc voilà, et puis, je vais vous laisser répondre à ces deux premiers points pour revenir à la fin sur la liberté académique et les enjeux et les défis de cette liberté académique aujourd'hui. Merci. Je peux répondre maintenant? D'abord, merci pour les commentaires.
Donc sur le fait qu'il y ait une dimension européenne de la question palestinienne, liée à l'histoire d'Israël et à l'histoire de la Shoah, oui, sans aucun doute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'aventure pas sur ce terrain parce que je n'ai pas de compétences particulières, mais aussi parce que, pour le penser plus positivement, je trouve que le travail des sciences sociales, c'est de construire des contextes pertinents. Et des contextes pertinents, on peut les construire à partir de connaissances qu'on a. Donc, si je dis des choses sur l'histoire de la Shoah, etc., je ne suis pas totalement ignorant, mais je ne suis pas compétent. Donc, en fait, je vais dire des banalités. Je ne dis pas que je ne dis pas des banalités sur les autres sujets, mais en tout cas, je suis plus sûr de moi en les disant, ce qui fait une différence. Donc, je crois que, oui, enfin, je trouve très bien, et je lis des gens qui disent des choses sur ces sujets-là, mais en gros, je n'ai de savoir que de deuxième main. C'est une chose que je fais dans le livre, que je revendique, c'est que je dis, en gros, il y a deux sociétés sur lesquelles je travaille depuis 35 ans, la France et les États-Unis, donc je me sens, à tort ou à raison, raisonnablement sûr de mon fait. Mais il y a un chapitre sur l'Allemagne. Et pour l'Allemagne, je dis bien, là, en fait, je dépends entièrement de ce que d'autres ont dit. Je ne suis pas capable, moi-même, de produire un savoir de première main. Et donc je trouve, je l'ai fait un peu pour qu'il y ait cet exemple, soit contre-exemple à la fois dans le récit que je fais, mais aussi pour montrer que ce n'est pas la même chose, le type de travail qu'on peut faire dans un cas et dans l'autre. Et donc je revendique d'essayer de travailler à partir de ce que je sais faire. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que ça comme manière de faire. J'ai l'impression que c'est ce que je peux apporter. Voilà. La deuxième chose sur... alors c'était qui? Gilles Kepel et les autres. Ouais. Bien sûr. Et Huntington, et etc. On est bien d'accord. C'est justement la raison pour laquelle je refusais une définition sociologique qui opposerait un camp qui serait les gens à diplôme et un camp les gens sans diplôme. Bien sûr qu'il y a des intellectuels qui pratiquent l'anti-intellectualisme depuis toujours. C'est pas une nouveauté, c'est pas seulement depuis les dernières décennies. L'anti-intellectualisme n'est pas lié au fait d'être un intellectuel ou pas. Enfin, l'extrême droite a toujours pu produire des discours anti-intellectuels. Quand on voit, prenons J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. Il a fait des études à Yale. Bon, il prononce en 2021 un discours pour dire que l'université, c'est l'ennemi. Et son discours se termine par une citation de Richard Nixon qui est « Les professeurs, c'est l'ennemi ». Je ne suis pas en train de dire que c'est un imbécile. C'est quelqu'un qui a une éducation, qui etc. Et ce qu'il fait a un sens politique très réfléchi. Je ne suis pas non plus en train de dire le contraire. Hein. C'est-à-dire que je ne voudrais pas non plus qu'on s'emballe sur les qualités intellectuelles de J.D. Vance maintenant. Mais en tout cas, ça n'est pas une question de diplôme. Ça, c'est certain. Donc je crois qu'il est très important de ne pas croire que on ne peut pas parler d'anti-intellectualisme puisqu'il y a des intellectuels comme ça. Il y a toujours eu des intellectuels anti-intellectualistes. Rappelez-vous, dans le cas de la France, l'invention du mot intellectuel, c'est un terme polémique. Ce sont des intellectuels qui dénoncent d'autres intellectuels. Et la dénonciation de l'opium des intellectuels, c'est le b.a.-ba de critiques qui ont été développées, etc. Donc je crois que c'est très important de se déprendre d'une vision entre guillemets sociologique, c'est-à-dire si on est un intellectuel, on ne peut pas être anti-intellectuel. Ben si. Regardez par exemple Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. C'est un professeur de droit. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais prendre un seul exemple. Il va à l'Assemblée nationale, et ça m'a beaucoup intéressé, il va à l'Assemblée nationale en 2017 pour dénoncer le fait qu'il y a un syndicat de l'éducation, Sud Éducation 93, qui a organisé un événement dans lequel il y avait un passage, enfin il y avait un moment entre personnes racisées. Donc un moment non mixte.
et il annonce qu'il va porter plainte contre le syndicat Sud Éducation. Pourquoi? Parce que parler de racisme d'État serait contraire à je ne sais quoi. Comme vous le savez peut-être, cette plainte n'a eu aucun effet, aucune conséquence, elle n'était pas recevable dans les termes du droit. Or, c'est un juriste. Ça veut dire que ça n'est pas qu'il n'est pas compétent, c'est que le fait de dire n'importe quoi était au contraire quelque chose de désirable. Y compris d'ailleurs, ils ne savaient pas très bien, et on a eu le même problème pour Emmanuel Macron, quand ils essaient de dénoncer tout ça, ils ont beaucoup de mal avec les mots. Parce qu'ils ne savent pas très bien, par exemple, enfin, voilà, sur comment on utilise racisé, ou des choses comme ça, ils ne savent pas bien. Il y a certains mots comme par exemple les territoires identitaires ou l'identitarisme qui sortent de l'université, Mais bien sûr. qui sortent donc de personnes qui ont pensé ça et qui vont produire aussi une pensée. Oui, mais je pense que, en tout cas, je ne dis pas que les gens ne pensent pas, mais quand par exemple une collègue sociologue passe son temps dans l'anti-wokisme pour parler par exemple de totalitarisme woke et de totalitarisme d'atmosphère, en reprenant justement en écho à Eugène Kepel. Il me semble que ça entre dans la catégorie que j'ai définie tout à l'heure, en gardant le mot français, du n'importe quoi. C'est-à-dire que un totalitarisme d'atmosphère, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, les étudiants, ils m'embêtent, ils sont souvent pas contents de ce que je raconte. C'est ça que ça veut dire. Hein. Or, et c'est là que ça participe, à mon sens, d'une offensive orwellienne, entre guillemets, c'est-à-dire renverser le sens des mots, c'est dire que la censure, aujourd'hui, c'est les étudiants. La chose la plus élémentaire qu'on puisse dire pour la censure, c'est que pour censurer, il faut avoir le pouvoir de censurer. Donc, par exemple, il peut m'arriver, ça n'est pas encore arrivé, mais ça m'arrivera, il peut m'arriver que des étudiants ou des étudiantes me reprochent ceci ou cela, etc., et veuillent m'empêcher de faire cours. Très bien. Oui, mais enfin, je ne perds pas mon boulot. Le macartisme, c'est autre chose. En fait, les rapports de pouvoir, ça existe. Et on n'est pas dans des positions symétriques. Donc, la définition des libertés académiques, par exemple, il est très important de savoir qu'elle est construite par rapport au pouvoir économique, pouvoir politique. Si on commence à inclure, comme le fait par exemple un collègue juriste, Olivier Beau, qui dans ses travaux récents a changé sa définition sans le dire de liberté, alors avant il disait universitaire, maintenant il dit académique, il change sa définition en disant oui, il y a les pouvoirs, mais il y a aussi quand même tous ces mouvements identitaires, avec etc., c'est-à-dire les étudiants. Je pense qu'il est très important de savoir que les étudiants ne peuvent pas menacer la liberté académique. Les étudiants, parfois, disent n'importe quoi. Et ils peuvent perturber mon cours. Bien sûr, non, mais je veux dire que c'est très bien. C'est à ça que ça sert, la liberté d'expression. C'est pas simplement pour dire des trucs intelligents, etc. On dit des opinions, et on peut interrompre des cours, on peut machin, etc. Je ne dis pas que c'est mon idéal, mais en tout cas, ça n'est pas la même chose que d'exposer quelqu'un à perdre ses financements, à perdre son poste, etc., etc. Je crois qu'on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Or, c'est ça que font actuellement les discours de droite. En particulier, ça se joue, et je le sais à la première personne, autour de la question du supposé racisme anti-blanc. Je me fais beaucoup attaquer depuis 7 ans pour avoir dit, je suis très fier parce qu'il y avait une pause au milieu de ma phrase, c'est le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Et donc, je continue d'être attaqué tout le temps là-dessus, etc., menacé, etc. Alors je prends ça comme une forme de reconnaissance. Donc, par exemple, quand Marine Le Pen m'avait attaqué, quand Éric Zemmour avait utilisé mon image dans sa vidéo pour lancer sa campagne, etc., je me dis, ah bon, voilà, il y a des gens qui m'écoutent. Voilà. Mais qui n'ont pas l'air d'en tirer les mêmes leçons que moi, mais quand même, ça va dans le bon sens. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi il y a cette bataille qui n'en finit pas sur le racisme anti-blanc? C'est parce que, au fond, ça voudrait dire, d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Hein.
tout est pareil dans la société. Et vous savez, par exemple, les femmes, des fois, elles n'aiment pas les hommes. Hein. Donc on parle de misogynie, mais enfin quand même la misandrie, hein, c'est que ça pèse lourd aussi, hein, parce que c'est pas toujours drôle d'être un homme. Et je ne vous dis pas, être un homme blanc, c'est très très difficile. Hein. En plus, un vieil homme blanc. Donc je suis content de gagner votre sympathie grâce à ça. Oui, je pense que ma question est dans la continuité de celle de Madame Sfer. Vous aviez parlé, donc vous avez donné comme exemple en France avec Sciences Po et aux États-Unis avec Columbia, donc de répression des mouvements étudiants pour la Palestine. Et c'est aussi des choses qu'on a vues ici à l'ULB. Madame Sfer le disait ici, on n'est pas tous d'accord. Par exemple, l'ULB a déjà demandé que l'on n'utilise pas le mot génocide lors de mobilisation sur ce campus-ci. Et du coup, en ça, c'est dans la même continuité, je pense, c'est que au sein même des universités, des gens, donc notre rectrice qui est évidemment aussi une académicienne, c'est comment est-ce qu'on préserve aussi cette autonomie du savoir quand au sein même des universités, des campus, on lutte en fait pour que les mots ne soient pas vidés de leur substance. Ouais, c'est un peu ça. Merci. Peut-être que vous pouvez tous les deux y répondre, je sais pas. Merci pour cette question qui touche à une situation locale, donc je vais poser mes mots. Je pèse davantage mes mots si je suis en France ou si je suis dans mon université, je suis responsable de ce que je dis, j'en ai les conséquences, et quand je suis ici, pas. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas répondre, je vais répondre, mais j'essaie de bien réfléchir comment formuler les choses. La première chose, c'est que la définition que j'ai proposée tout à l'heure de la liberté d'expression, c'était on peut tout dire dans les limites de la loi. Or, je ne crois pas que le mot génocide soit interdit dans la loi. Donc la question de savoir quand est-ce qu'on l'applique ou pas est bien sûr un enjeu politique majeur. Mais est-ce qu'une université doit aller au-delà de la loi pour définir ce qu'on peut dire ou pas? J'aurais tendance à penser que non. Que si à l'université, on restreint la liberté d'expression par rapport à la loi, la fonction de l'université me paraît affaiblie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prouver tout, ça ne veut pas dire que par exemple, s'il s'agit de hurler le mot génocide au visage de quelqu'un, etc., on peut discuter de quand est-ce que c'est acceptable, quand est-ce que ça n'est pas, etc. Mais il me semble que proscrire un mot qui n'est pas proscrit par la loi, je ne vois pas bien sur quoi on s'appuie, si ce n'est sur l'air du temps. Si je peux revenir, donc c'est ma dernière intervention, ensuite on va passer la parole au... Ah non? C'est une deuxième question. Ah, pardon. Non, vous aviez une deuxième partie, non, ce que vous avez j'ai oublié. La deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on... Le micro, parlez dans le micro, on n'entend pas. Bon, oui, la deuxième partie, c'était comment est-ce qu'on lutte en interne, comment est-ce qu'on lutte quand ces intellectuels-là aussi luttent contre les mots, en fait. D'abord, je pense que oui, la bataille des mots, c'est toujours très important. Enfin, la politique, c'est d'abord ça. C'est des batailles sur les représentations. C'est-à-dire arriver à imposer son vocabulaire. Donc, par exemple, pourquoi il y a toutes ces attaques comme celle que je rappelais, le procès fait, etc. C'était justement de voir un nouveau vocabulaire qui commençait à se répandre. C'est pareil sur les questions de genre. C'est-à-dire que l'hostilité à tout ça est liée au fait que les rapports de pouvoir bougent un peu. Enfin, il faut se rendre compte, je le dis pour les plus jeunes parmi vous, que le simple fait de parler de genre, il n'y a encore pas si longtemps, c'était quand même très compliqué. De mon vivant, de mon vivant adulte. Donc, et sans parler, par exemple, du point médian. Le point médian, pour beaucoup de gens de ma génération ou au-delà, c'est une autre version de l'Apocalypse, mais plus hard. Et donc, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que justement, c'est en train de bouger. Donc, ça veut dire que, en tout cas, moi, ce que je revendique pour moi-même, et je serais heureux que d'autres personnes se reconnaissent là-dedans, mais je ne peux pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est l'intellectualisme. Depuis tout à l'heure, il y a eu plusieurs fois un lapsus sur anti-intellectualisme ou intellectualisme.
En fait, je revendique l'intellectualisme, c'est-à-dire de considérer que l'intellectualisme, ça n'est pas une valeur propre à une catégorie sociale ou à une corporation, c'est un enjeu démocratique. C'est-à-dire que les sociétés démocratiques sont des sociétés qui ont intérêt à ce que les gens trouvent intéressant de savoir, de se poser des questions, d'écouter des trucs, etc., etc., etc. Donc, de valoriser la chose intellectuelle. Vous parliez tout à l'heure de Cyril Hanouna, il me semble qu'il a la fonction exactement inverse, c'est-à-dire de rendre désirable le fait de ne pas réfléchir, de rendre désirable de dire, au fond, on a tous envie d'être bêtes. Et ça, c'est un discours politique très fort, c'est-à-dire, est-ce qu'on va essayer de rendre désirable le fait d'être stupide ou de rendre désirable le fait d'être intelligent? Alors, quand on dit ça, c'est dangereux parce qu'on pourrait croire que l'intelligence est élitiste et tout ça. Non, c'est de vouloir comprendre le monde. Alors que la stupidité, c'est refuser de comprendre le monde. Donc, je pense que cette bataille, Cyril Hanouna, pour moi, illustre très bien la production d'un désir qui débouche forcément sur le néofascisme, qui est de se vautrer dans l'inintelligence du monde. Oui, et il se présente pour être président, apparemment. Je voudrais revenir sur cette liberté académique. On voit actuellement aux États-Unis des arrestations, donc l'alliance entre donc, le pouvoir, le changement des lois, et une partie du savoir, enfin de ces intellectuels qui ne sont pas intellectuels ou qui ne méritent pas d'être intellectuels. L'arrestation, par exemple, de Mahmoud Khalil, de Recha Alaouié, de l'Omer Saoud, qui se sont vus déportés des États-Unis parce qu'ils avaient un visa d'étudiant et qu'ils ont participé à des mouvements pro-palestiniens. Je vous avoue qu'on a très très peur que ça n'arrive ici, avec dernièrement la chercheure franco-allemande qui a été au Rojava et qui va être menacée d'expulsion, en tout cas de non-renouvellement de son permis. Et je pense qu'un des rôles de nous en tant qu'universitaires, intellectuels, islamo-gauchistes, queer, tout ce que vous voulez, si vous voulez qu'on soit... c'est justement d'être vigilant pour qu'il n'y ait pas cette alliance, pour essayer de se protéger contre cette alliance, parce que c'est ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est l'alliance entre le pouvoir et ce savoir qui sort d'une frustration de certaines personnes et qui pousse à la haine et qui pousse... et nous, on doit être une barrière et continuer à soutenir les étudiants dans leur mouvement et continuer à s'exprimer partout dans les médias, pas uniquement pour contrer cet anti-intellectualisme, mais concrètement pour qu'on n'arrive pas à des régimes autoritaires, fascistes, d'extrême droite, qui feront des préférences nationales, des préférences identitaires sur des choix de sujets, sur ce qu'on doit enseigner à l'université, sur comment se comporter. Et ça commence, je vous avais dit au début, moi parfois je fais de l'autocensure parce qu'on a très peur quand on parle de Nakba, quand on parle de Palestine, quand je lis un livre en arabe dans le métro et que je me rends compte du regard des autres, que je suis peut-être une potentielle terroriste, parce que je suis en train de lire un livre en arabe, ça m'est déjà arrivé. Et donc, on commence à trouver des moyens détournés pour continuer le combat, pour continuer la lutte, sans être exposé à la colère et à cette haine de l'altérité, de l'autre, qu'il soit différent. Je pense qu'on a, en tout cas, quand on a le privilège d'être payé par l'État ou par une université pour essayer de faire ce métier, ce privilège, il engage une responsabilité.
Et je le pense pour moi-même, et je crois que ça n'est pas seulement pour moi-même. Je suis plus réservé pour des personnes qui ne sont pas titulaires ou pour des personnes qui sont étudiantes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les mêmes situations les unes et les autres. Donc je ne voudrais pas dire que tout le monde doit, etc. En gros, j'ai l'impression que dans mon cas, je ne risque pas grand-chose, en tout cas en termes de carrière, c'est un peu fini. Donc, profitons-en. Il est bien que les gens qui sont relativement protégés, je ne le suis pas absolument, parce qu'il y a aussi des menaces, etc. Mais quand même, pour l'instant, je me dis, ouais, non, les menaces, ils ne sont pas sérieux. On verra. Et je pense qu'on a quand même une responsabilité qui va avec les privilèges qu'on a. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est ce que je pense pour moi. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'essaie de dire des choses. Et que... alors, pour les États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça se joue sur les personnes accusées d'avoir participé à des manifestations ou bien d'avoir signé une tribune comme sur le campus de Tufts, cette étudiante qui a été arrêtée, etc. Mais on voit bien que c'est aussi une sorte de laboratoire de forme de répression d'un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, là encore, je ne veux pas du tout minimiser la spécificité de ce qui se joue autour de l'antisémitisme. Mais je crois qu'il est important de voir qu'à chaque fois, quand il y a eu des attaques contre les Roms en France, pour moi, c'était un laboratoire pour la manière dont on allait traiter, par exemple, les mendiants ou les migrants. Et d'ailleurs, on voyait que le camp de Rome qui avait été créé à Strasbourg a inspiré en partie la manière de réorganiser le camp à Calais, etc. Donc je pense que la métaphore du laboratoire, elle est très utile à chaque fois pour se rendre compte qu'on n'est pas en train de parler d'un objet si spécifique que ça. Les logiques du pouvoir autoritaire se déploient sur ce terrain-là actuellement, mais ça peut changer de terrain. Et il y avait une phrase qui était souvent citée et qui était d'une ironie terrible au moment de la question Rome la plus virulente en France, qui était le texto, donc c'était une histoire factice, mais le texto d'un ami musulman. Et le texto d'un ami musulman, c'est que, c'était lu d'ailleurs par un ministre de droite, donc dont l'ironie était vertigineuse, et qui disait, cet ami musulman était censé dire qu'il remerciait beaucoup les Roms de prendre le relais, parce que vraiment, les musulmans avaient une longue habitude d'être persécutés, d'être l'objet de stigmatisation, etc. Et que, vraiment, bon courage les Roms, et merci d'avoir pris le relais. Je pense que c'est une formule qui aide à réfléchir sur ce que c'est qu'un laboratoire. C'est-à-dire comment ça peut passer d'un objet à un autre, ce qui n'empêche pas que ça reviendra au même objet après, etc. Sans vouloir tomber dans l'erreur sociologique dont vous parliez tout à l'heure, donc à savoir de parler du peuple comme des gens anti-intellectuels, mais vous finissez votre livre, spoiler, vous écriviez l'intellectualisme est une politique démocratique qui nous appelle chacun, chacune et tous à jouir de l'intelligence des choses. Ce qui me marquait quand même, c'était évidemment que vous êtes chercheur, donc vous utilisez des termes qui ne sont pas nécessairement accessibles. Et donc je me demande comment est-ce qu'on remédie à cette fracture, comment est-ce qu'on célèbre un intellectualisme tout en étant inclusif, comment est-ce qu'on se parle entre nous, mais peut-être que c'est pas une question pour un chercheur. Ah, si. Moi, c'est une question fondamentale pour moi, à laquelle je pense tout le temps. Et en fait, je parle de la même manière ce soir que je parle devant un public en dehors de l'université. Je ne crois pas avoir utilisé beaucoup de termes techniques ce soir, de mots de plus de 3 syllabes, ou avec une étymologie grecque. Et je pense que c'est un enjeu démocratique. Je suis convaincu, j'aspire à être compris.
et j'aspire à être compris en utilisant les mêmes mots, quelles que soient les personnes à qui je parle. Enfin, je suis très attentif à ça, c'est-à-dire que je ne pense jamais mes interventions... Enfin, je passe plutôt la moitié de ma vie dans des interventions extra-universitaires. Je n'ai jamais le sentiment de faire la vulgarisation. La vulgarisation, ça voudrait dire que les gens sont du côté du gomme, c'est-à-dire voilà, populaire, qui ne sait pas, etc. Ça n'est pas mon expérience sociale. Mon expérience sociale, c'est que j'entends beaucoup de bêtises parfois dans le monde universitaire, et en particulier sur les sujets sur lesquels je travaille, et que j'entends beaucoup de bêtises à l'extérieur aussi, donc de ce point de vue-là, tout va bien. Et je crois que, en fait, ne pas avoir de condescendance, justement, vis-à-vis des gens qui sont peut-être moins diplômés, mais les sujets dont je parle, enfin, je ne dis pas pour tout le monde, c'est-à-dire si je faisais de la physique nucléaire, ce serait différent. Enfin, les sujets dont je parle, tout le monde a son idée là-dessus, et tout le monde a son expérience d'une manière ou d'une autre. Donc je ne suis pas en train de parler de choses dont les gens ne savent rien. Donc il y a... Enfin, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Enfin, vraiment, c'est mon expérience, y compris, je ne sais pas, d'être enfin, dans des interventions médiatiques, etc., après d'avoir des retours de personnes qui, justement, sont contentes qu'on ne les prenne pas pour des imbéciles. Je veux dire, moi, par exemple, j'avais été très surpris parce que j'avais des stéréotypes sociaux là-dessus, enfin, sociaux sur l'éducation, tout ça, et de me rendre compte que souvent les gens qui écoutaient France Culture en France, il y a longtemps, c'était des gens qui, justement, n'avaient pas les diplômes. Parce qu'ils avaient envie de se cultiver. Et personnellement, j'ai jamais écouté France Culture. Non, mais enfin, en gros, voilà, je veux dire, je travaille déjà non, mais enfin, je ne le revendique pas, mais je veux dire que moi, j'ai plutôt été frappé. Et c'est mon expérience aussi de parler devant des associations, devant des, etc. Je sais pas, sur la question Rome, je reprends cet exemple-là parce qu'on avait été invité beaucoup dans des endroits très différents, etc. Et y compris avec des Roms qui écoutaient, qui comprenaient ce qu'ils comprenaient, pour des gens linguistiques, entre autres, hein, etc. Enfin bon, enfin quand même. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire le pari. J'oublie toujours cette phrase que je cite toujours, mais donc que je cite mal, mais une phrase de Michel de Certeau, qui disait, en substance, il ne faut pas prendre les gens comme des imbéciles. C'est un principe fondamental pour moi des sciences sociales. Et qui est confirmé par mon expérience sociale, c'est que, en fait, si on ne prend pas les gens pour des imbéciles, il y a des chances qu'ils ne soient pas des imbéciles. En tout cas, quand on est prof, si on ne croit pas à ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, si vous êtes d'accord, je propose quand même de faire un petit tour de la salle, peut-être des questions plutôt que des longues voilà, tirades, commentaires, puisqu'on a commencé un peu en retard, bon, le local était occupé avant, en fait on a l'auditoire jusqu'à 21h, mais on va quand même pas prolonger jusque-là, mais je propose quand même qu'on déborde un tout petit peu au-delà de 20h. Donc voilà, 1, 2, on va peut-être prendre 3, 4 questions et puis on verra si on aura le temps de faire un deuxième tour. Ça va? Bonjour. Merci beaucoup. Je voulais poser une question par rapport à qu'est-ce qui arrive quand les personnes qui se présentent comme intellectuelles, ou en tout cas plutôt, on va dire, libérales, ouvertes d'esprit universitaire, se retournent, on va dire, du mauvais côté de la barricade. Je vais prendre 2 exemples belges, mais qui s'appliquent à la France. Il y a d'un côté l'EMR, donc le Parti libéral, qui a des liens avec la fondation de cette université, qui aujourd'hui a un think tank, le centre Jean Gol, qui écrit des articles comme « Le wokisme, ce nouveau totalitarisme dont on ne peut pas prononcer le nom », ou un autre article qui dit « Stop à la déconstruction du genre », point d'exclamation. Donc il y en a qui vont directement dans le chemin réac, et il y en a d'autres, comme notre rectrice qu'on a mentionnée, qui se présentent comme progressistes, comme neutres, comme des deux côtés, mais qui envoient la police sur des étudiants et puis disent qu'il n'y a pas de police, qui disent que les étudiants sont radicalisés alors que nous on est neutres, et enfin qui ont peur pour leur place, j'ai l'impression. Comment on fait par rapport à ce bloc-là, qui n'est pas réactionnaire en tout cas a priori, mais qui devient assez facilement?
Vous avez mentionné la différence entre le contexte américain et le contexte français au niveau des universités, en parlant de la manière dont étaient élus ou pas les présidents d'université. Mais je me demande si votre perception, je ne sais pas si je peux me permettre, votre perception en fait de la solidité de nos universités n'est pas un peu trop optimiste. C'est-à-dire qu'il me semble quand même que nous dépendons entièrement de financements qui sont définis à un moment donné par des pouvoirs politiques et que tout professeur, qu'il soit titulaire ou non, est aussi chercheur, donc il dépend aussi d'autres types de financements qui dépendent des politiques, que ce soit l'Europe ou que ce soit les différents gouvernements régionaux, etc. Et aussi de sa possibilité de faire ce service à la société, qui est aussi une de ses missions, donc de s'exprimer et d'intervenir dans la vie de la société. Et je me demande si on ne devrait pas, nous, observer ce qui se passe aux États-Unis en se disant comment est-ce que nous, on construit une forme de résilience dans nos pays si ça venait à tourner mal, on va dire. Et donc si on ne devrait pas déjà se questionner ensemble sur comment fait-on quand on va remettre en question nos financements. Est-ce qu'on est prêt à travailler? Combien de temps est-ce qu'on est prêt à travailler sans être rémunéré? C'est des questions vraiment que je me pose. Je suis peut-être très alarmiste, mais j'ai l'impression qu'en Europe, on a déjà un peu péché par trop d'optimisme ou de... Voilà, par rapport à ce qui se passait outre-Atlantique, j'ai l'impression que ce qui arrive là-bas arrive facilement chez nous 20 ans plus tard. Sylvain Paris, philosophe. J'ai bien aimé la manière dont vous avez caractérisé la liberté académique en contraste avec la liberté d'expression, en particulier présenter la liberté académique comme la liberté de ne pas dire n'importe quoi, enfin, comme étant associé à une responsabilité. J'ai une question conceptuelle. Donc vous avez dit tout à l'heure qu'il était parfaitement possible conceptuellement possible que ceux qui détiennent le pouvoir politique ou le pouvoir universitaire ou le pouvoir économique limitent de manière inacceptable la liberté académique. Mais pas les étudiants. Il n'est pas possible pour les étudiants, par définition, de limiter cette liberté académique. Mais quid des pairs? Est-ce que si je suis de gauche dans un environnement, dans un département de droite, ou de droite dans un département de gauche, est-ce que si plus personne ne vient prendre le café avec moi à la pause café, si on colle toutes les salles de zone et de département en raison de mon orientation idéologique, est-ce que à ce moment-là, c'est une limitation de la liberté académique? Est-ce qu'on peut se limiter à 3 questions à la fois? 3 questions, oui. J'ai pas pris papier. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main ou pas? Et Gavi. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Mais voilà, on va d'abord les noms. Ça ne vous ennuie pas que je réponde d'abord aux 3 questions pour ne pas perdre, parce que c'est un peu... Enfin, voilà. Sur la première question et sur comment faire face au fait que des gens qui sont censés être libéraux au sens classique ne le sont pas forcément. Enfin, si ça, il y a différentes formes d'action, bien sûr. Il y a des rapports de force, etc. Moi, je peux parler à partir de ce que je sais faire principalement. Je n'échappe pas au rapport de force entièrement et tout ça, mais quand même, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut déjà produire, faire entendre des choses. Voilà. Produire des mots et faire entendre des choses. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça peut avoir. Moi, c'est une chose, parce que j'en cite déjà sur la deuxième question où j'étais accusé d'être optimiste et ça me faisait très plaisir, parce que j'ai plutôt l'impression d'être déprimant. Donc, merci. Je prends ça comme un encouragement. Je ne suis pas très optimiste, mais en tout cas, je pense qu'il est, pour résister à ce que j'appelle la dépression militante, qui menace un peu toutes les personnes qui ont envie de changer le monde actuellement. Et c'est un mini-concept,
la dépression militante que j'utilise. Donc ça va pas très loin, parce que ça veut bien du concept. Mais je trouve ça utile pour penser le fait que pendant très longtemps, on a pu croire que la droite disait il n'y a pas d'alternative. Et quand on était de gauche, on disait ah, mais bien sûr que si. Et puis après, il y a des sociodémocrates qui ont dit bah, faut quand même être réaliste. Ensuite, il restait la gauche de gauche, à laquelle, bien sûr, nous appartenons toutes et tous. Et simplement, de défaite en défaite, il y a des moments où on dit, au fond de soi-même, et sans le dire publiquement, se pourrait-il qu'il n'y ait pas d'alternative? C'est-à-dire qu'on est tout perdu. Voilà. Donc c'est ça la dépression militante pour moi. Et je pense qu'il est très important de résister à la dépression militante, parce que c'est la ruse ultime du néolibéralisme. C'est-à-dire que si on est déprimé, on reste couché. Donc il faut essayer de trouver des moyens de ne pas être trop déprimé. Donc par exemple, il faut raconter des blagues. Voilà. Il faut essayer de bien manger, il faut essayer de bien boire, il faut essayer de dormir, et tout ça. Je trouve que c'est très important actuellement politiquement, d'avoir des amis, d'avoir une vie amoureuse, etc. Ou des enfants, des filles, selon les goûts des unes et des autres. Et je trouve qu'en gros, on a intérêt à essayer de maintenir un peu nos existences pour ne pas sombrer complètement. Donc c'est un programme politique d'essayer d'être un peu heureux actuellement, malgré tout. C'est-à-dire de ne pas être désespéré. Donc, et je le dis très sérieusement, c'est-à-dire que je pense que c'est pour ça que je n'ai pas envie de participer moi-même à la démoralisation générale. Parce que, au fond, ça c'est ce que veulent les gens contre lesquels je me bats. Donc essayons de voir les choses positivement. Donc essayons de voir les choses positivement, ne sous-estimons pas le pouvoir de ce qu'on peut dire. La preuve, on nous déteste. Ça, c'est mon message positif du jour. En fait, moi, à chaque fois que je me fais insulter, je me dis, bon, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont entendu. Ça ne veut pas dire que j'en sois particulièrement heureux, qu'il n'y ait pas mal entendu. Mais je me dis, ben voilà, c'est à ça qu'on doit servir. On n'est pas là pour que les gens applaudissent. On est là pour essayer de dire des choses qui peut-être ne seraient pas dites autrement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faille chercher à se prendre des coups. Et en particulier, je le redis, je pense qu'on n'est pas toutes et tous dans la même position, et que par exemple, le fait d'être un vieil blanc, ben, ça aide. Donc je recommande ça. C'est vrai, il faut bien le dire, enfin, y compris pour parler de féminisme, y compris pour parler de questions raciales, etc. Ne croyez pas que je le dise à la légère, hein, j'ai bien conscience du côté un peu monstrueux, c'est paradoxe. Mais je pense qu'il faut le dire. C'est-à-dire que c'est la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand je parle des questions féministes, on ne me dit pas que je suis hystérique. D'autres trucs qui ne sont pas forcément sympas, mais sur les questions raciales, on me dit que je suis traître à ma race. Mais je pense qu'en tout cas, voilà, il faut essayer d'utiliser ça. Mais donc vraiment, les attaques contre le monde universitaire sont quand même la preuve que la droite et l'extrême droite craignent le monde universitaire. On a du mal à le croire parce qu'on ne se sent pas très important. Mais croyons l'extrême droite. Si Trump fait tout son programme sur la démolition en ce moment des savoirs, c'est quand même que ça doit avoir une certaine valeur. Sinon, pourquoi mener cette politique? Donc je pense que dans un climat qui n'est pas entièrement souriant, si je peux utiliser cette description des choses, je crois qu'il est important de ne pas sous-estimer le fait que si on se fait attaquer, c'est que ce qu'on raconte est susceptible d'avoir des effets dans le monde réel. Ça, c'était la première. La deuxième question sur l'optimisme. Ma comparaison France-États-Unis, c'était sur un point très précis, c'est-à-dire sur le nombre d'émissions de présidents d'université en France. Je n'en tirais pas des conclusions générales. Je disais simplement qu'on voit là combien chaque élément empirique de ce genre-là, ça a des conséquences. Mais je prenais aussi l'exemple du HCERS, c'est-à-dire du fait qu'il se pourrait bien que pas mal de licences et de masters ferment parce
qu'il y a une instance d'évaluation par les pairs qui a été ensuite, de manière occulte, qui a vu ses résultats modifiés par des gens, on ne sait pas qui. Non, c'est pas fermé du tout. Non, et j'imagine, enfin, vous avez peut-être vu passer ces informations, donc il y a plein de programmes, dont dans mon université, hein, donc c'est pour ça que quand bien même je voudrais être naïf sur tout ça, je n'aurais pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il y a des rappels, au cas où on se laisserait aller à être optimiste, il y a des rappels constants. Donc je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'utilise pas la comparaison franco-états-unienne pour dire oh, ça va bien en France. Et dans le livre, je crois pas, j'espère que ça ne donne pas du tout cette impression-là, parce que et effectivement, moi je considère qu'on est dans le même monde, mais qu'il y a des différences après d'un endroit à l'autre. Mais on est dans le même monde. C'est-à-dire ce qui est en train d'arriver, enfin, ça menace. Et on voit bien, je pense que ça c'est l'enjeu pour l'anti-wokisme, etc. C'est-à-dire, aujourd'hui, les anti-wok, que ce soit en Belgique ou en France, etc., commencent à se dire que c'est un peu comme cette phrase de Bernanos qui était que Hitler avait donné une mauvaise réputation à l'antisémitisme, donc Trump a donné une mauvaise réputation à l'anti-wokisme. Donc il y a un peu d'embarras chez les anti-wokistes. Ils disent oui, mais nous on est pour un anti-wokisme modéré. Donc on ne va pas aussi loin que Trump, etc. Nous, on ne veut pas être comme les... Donc je pense qu'il est important de voir qu'on est dans le même monde, mais que les positions différentes, y compris le fait que Trump soit très contre l'Europe, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que ça donne une petite chance que quand on est en Europe, on ne puisse pas se dire qu'on est complètement trumpiste. Ce ne sera pas le contraire pour autant, hein, mais quand même ça. Voilà. Donc je suis d'accord. Enfin, oui, je suis entièrement d'accord. Sur la question que vous posiez sur... de café. Oui, sur les verres, oui. Alors, pardon, je me déconcentre une seconde. Si ça vous intéresse, je me permets de... j'ai fait un très long texte qui est accessible en ligne dans la Revue des droits de l'homme, qui est sur les libertés académiques. Et où je disais ça spécifiquement. Je vais essayer de le dire en quelques phrases, mais si ça vous intéresse, c'est la Revue des droits de l'homme, c'est voilà, liberté académique, c'est un débat en particulier qui a eu beaucoup d'importance aux États-Unis parmi les gens qui réfléchissaient sur la liberté académique. Parce que si on dit qu'il faut se protéger de l'extérieur, et que c'est l'autonomie des disciplines qui va garantir qu'on soit libre, en gros, ben évidemment, c'est occuper les rapports de force à l'intérieur des disciplines. C'est-à-dire c'est pas seulement machin qui n'est pas très sympathique ou qui n'est pas très bien vu, mais c'est par exemple les études de genre. Les études de genre, historiquement, n'ont pas toujours eu bonne presse à l'intérieur de l'université. Des études sur la question raciale, etc. etc. Je pense à ces exemples-là que je connais mieux, etc. Donc, oui, c'est une vraie question, simplement, et c'est par exemple un point de divergence entre plutôt des juristes libéraux et des gens comme Jules Buckler qui disent, bah, quand même, dans les disciplines, ça porte bien ce nom-là. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire ça oui, ça non. Et c'est un des enjeux, précisément, pour les savoirs minoritaires. Les savoirs minoritaires sont ceux dont la légitimité est fragile dans le monde universitaire. Ce n'est pas les seuls, hein, mais c'est en particulier. Et pour des raisons qui tiennent à quoi, au fait qu'on parle des minorités. Mais, effectivement, la liberté académique ne protège pas de ça du tout. Je crois que, de même que, enfin, je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais donc, ce que je veux dire, c'est que ça un instrument comme la liberté académique ou les libertés académiques, je préfère le pluriel, ça peut servir à certaines choses ou pas à tout. De même que, par exemple, quand on parle de discrimination. Souvent on me dit, ah oui, mais les questions de classe. C'est vrai. Oui. Mais ça n'arrive pas. Voilà. Ça veut dire qu'on a intérêt à avoir plusieurs outils. Donc, je pense que les batailles internes à l'université sont très importantes. C'est-à-dire pour dire ça c'est intéressant, ça c'est légitime, ça l'est pas, etc. C'est des batailles constantes. Donc ce sont des batailles politiques intra-universitaires. Mais
quand on cite le nom de tel ou tel collègue, je pense que le fait, par exemple, de dire n'importe quoi peut discréditer. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'inverse, quand on essaie de faire, de contribuer à ce que soit plus légitime les savoirs minoritaires, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que beaucoup de femmes ont raconté à propos des études de genre, c'est qu'elles sont obligées d'en faire 3 fois plus pour être crédibles. Ce qui veut dire que si par exemple il y a une faute à un endroit ou une erreur, ou etc., tout le monde va leur tomber dessus, etc. Donc je crois que voilà, c'est des batailles, et c'est des batailles où quand on est en position minoritaire, effectivement c'est pas simple. Les positions minoritaires, soit en tant que personne, soit en parlant de sujets qui ne sont pas légitimes, etc. C'est pas simple, c'est des rapports de force. C'est des rapports de force, mais finalement, une des meilleures ressources, c'est quand même par la production d'un savoir intellectuel qui a une chance d'être retenu par les pairs, etc. Enfin, ça ne règle pas le problème, bien sûr. Encore une fois, la liberté académique ne règle pas les batailles internes au niveau universitaire avec les injustices que ça produit, bien entendu, la disqualification de certains savoirs, etc. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à quitter la salle, il y a des gens qui ont absolument envie de poser leurs questions. Donc, il y avait 1, 2, 3. À un moment, il faut faire un choix. Donc, je n'ai pas du tout ce rôle-là. Ou alors, je ne sais pas, parce que en plus, on a prévu d'aller manger après, donc il ne faut pas non plus que nous, on traîne trop, parce qu'on va ranger toute la salle. Donc, voilà, je propose de prendre rapidement les 3 questions. Je serai plus bref. Et à la limite, être plus bref ou répondre à ce qui nécessite. Évidemment. Voilà, les gens doivent partir. Je vais essayer d'être bref aussi dans ma question. En fait, c'était pour revenir sur celle qui vous a été adressée par Madame Sfer, sur la question de la place de l'intellectuel organique chez Saïd Gramsci. À mon sens, à vous entendre, je n'ai pas lu le livre, mais vous entretenez quand même une conception de l'intellectualité qui est définie par des savoirs qui sont académiques. Et ça m'interroge sur votre rapport au savoir de manière plus large. J'ai l'impression que ce que vous avez dit pour répondre à Anna sur cette fracture entre les gens qui savent et ceux qui souhaitent ou désirent savoir, elle reproduit quand même une certaine idée de savoir qui sont en fait validés quand ils suivent la procédure, notamment validée par les pairs dans une enceinte comme une université. Mais qu'en est-il d'autres types de savoirs, des savoirs pratiques, expérientiels, des savoirs qu'en fait ils sont ceux du quotidien, des savoirs collectifs aussi, et comment leur donner une valeur lorsque ceux-là même sont précarisés dans un contexte qui fragilise tout un tas de la population, qui en fait c'est aussi une forme d'expression, mais c'est aussi une forme d'accès, je crois, à d'autres types de savoirs qu'il faudrait peut-être pas oublier. Ouais. Voilà, alors ici peut-être voilà, mademoiselle, et puis en fait ça revient sur l'utilisation ou qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation du concept de liberté académique lorsque des mouvements pour la Palestine menés par des étudiants ont demandé la rupture des liens académiques avec les universités israéliennes, et les autorités universitaires ont sorti comme argument qu'en fait ça empiétait sur les libertés académiques des chercheurs et des doctorants concernés par ces liens et donc la possible rupture de ces liens avec les universités israéliennes. Donc qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation? Et en fait ça vient montrer en fait que possiblement il y a un changement de rapport de force, etc. J'aimerais bien juste savoir quelle est votre perception de la question et comment ce concept est utilisé. je propose... Allez, très bref, hein, et après, très bref. Ben, ce soir, je ne regrette pas de ne pas avoir fait une carrière académique. Je voulais revenir sur la question de l'anti-intellectualisme et les classes sociales. Parce que cet intellectualisme, on le trouve partout. Vous avez raison de le dire. Il faut vraiment le souligner. À l'extrême gauche, la révolution culturelle, mettre son instituteur au pilori, c'était une chose extrêmement normale. Maintenant, c'est à l'extrême droite avec Vence et compagnie. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de très intéressant que vous avez dit et qui n'a pas été développé. C'est que quand on aborde la question des classes sociales, ce qui disparaît,
c'est l'argent. Je dirais même un autre terme, le capital. Et là, il y a un lien avec la façon dont le néolibéralisme a également, s'est également développé dans l'enseignement et dans la recherche universitaire. Il y a aussi du n'importe quoi. Aujourd'hui, il est clair que gérer le budget de l'État et sa dette, c'est la même chose que gérer le budget d'un ménage. C'est la même chose. Les ménages ne peuvent pas émettre de la monnaie, c'est tout à fait autre chose. C'est une idée qui est admise. Il est admis aujourd'hui que la cause du mauvais emploi, du chômage, c'est la hausse des salaires, les exigences exorbitantes des travailleurs, le fait qu'ils refusent la flexibilité, etc., etc. Et donc, moi, je ferai simplement pour donner une image, quand j'ai commencé mes études en économie, c'était dans une faculté des sciences économiques, sociales et politiques. Et le cursus en économie contenait des cours d'histoire, des cours de sociologie, des cours de droit, des cours d'épistémologie, et notamment la question de l'histoire est extrêmement importante. Parce que parler aujourd'hui de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, si on n'a pas en tête que c'est la même chose que ce qu'a fait le président républicain Hoover dans les années 30, on ne comprend pas pourquoi il pourrait y avoir une situation très difficile. Et aujourd'hui dans les universités, cet enseignement de l'économie-là, qu'on appelait l'économie politique, ou l'économie pure, c'est un peu prétentieux, mais bon, l'économie pure a disparu, et tout est dans des instituts de management ou d'administration et de gestion. Et ça, c'est un changement extrêmement important qui fait que je crois qu'il doit y avoir un problème dans les universités, entre les études en sociologie, en philosophie, en économie, en sciences politiques et en communication. Merci. Voilà. Tu viens très bref. Tu réponds à ce que tu veux. Je terminerai alors. Oui, donc voilà. Il y a quand même une question qui me chiffonne depuis très longtemps, c'est cette question de l'anti-intellectualisme. Parce que d'un côté, tout ce que vous avez dit, j'adhère à 100%, mais d'un autre côté, quand je lis des articles scientifiques, notamment en droit, parce que sur le droit international, j'ai analysé un peu le problème du manque de droit et d'institutions dans le domaine de la géo-ingénierie, par exemple. Et je suis scié parce que j'ai l'impression d'avoir affaire, c'est soi-disant des scientifiques, mais j'ai l'impression d'avoir affaire à une idéologie. Et il y a une idéologie du droit. Et tout ça, évidemment, est très technique, donc il faut être quand même compétent, il faut être un membre d'un personnel académique pour pouvoir en parler, mais c'est une axiomatique comme quoi il y a un droit international, comme quoi il y a des institutions internationales, il y a des règles, toutes ces axiomatiques en fait tout à fait beaucoup moins certaines qu'on pourrait l'imaginer, parce que un seul bête exemple, la Charte des Nations Unies a été faite dans le but d'exonérer quand même en partie les pays colonisateurs de tout ce qu'ils avaient fait dans leur colonie et de ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là. Ce n'est pas une charte neutre, ce n'est pas une charte scientifique universelle comme on voudrait le prétendre, etc. Donc, pour moi, il y a quand même une question qui concerne le savoir. Et il faudrait essayer d'aborder de manière sérieuse, parce que si on n'aborde pas de manière sérieuse, ça donne justement la possibilité à des gens de critiquer la science et l'académisme. Voilà. Alors, je réponds rapidement, je vais essayer de répondre à chacune des 4 questions. Et je vais prendre dans le désordre. Je vais commencer par la question économie, puis la question droit, et ensuite j'arriverai aux autres questions. Premièrement, sur l'économie, je pense qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une bataille autour de la définition de ce que c'est que la discipline économique. Je connais mieux dans le contexte français, bien sûr. Enfin, je sais pas si c'est bien sûr, mais je connais mieux dans le contexte français. Je connais aussi relativement dans le contexte états-unien, qui est très différent. Les écoles de droit sont beaucoup plus ouvertes. Alors qu'en France, l'économie, non, pardon, je passais à l'autre question. Sur l'économie, ce qui est très frappant, c'est que par exemple, il y a eu une bataille pour savoir s'il pouvait y avoir une deuxième section CNU, donc en l'occurrence universitaire, qui ferait une place aux économies hétérodoxes, pardon, je vais préciser. Et voilà, ça dit bien les choses.
C'est-à-dire qu'il y a eu un rétrécissement. En France, il y a une exception relative du côté visible, c'est Piketty. C'est-à-dire que Piketty, justement, revendique le fait que ça a des liens avec l'histoire, etc. Et il est très visible. Il n'est pas le seul, bien sûr, mais je veux dire qu'il est très visible. Donc c'est un peu une exception qui confirme la règle dans la légitimité de ça. Donc on est, enfin, je suis d'accord. Pour le droit, et bien sûr, enfin, c'est pour ça que pour moi le rapprochement entre les deux est important, c'est que dans les deux cas, ben, on voit bien les économistes, ils peuvent être facilement en position d'expert. Et les juristes aussi, c'est-à-dire que le droit, c'est pas seulement un savoir théorique, c'est aussi une pratique d'État, et les circulations entre les deux peuvent jouer, y compris une pratique économique pour les cabinets d'avocats, etc., etc. Donc, dans les deux cas, je pense que, en fait, ce sont des savoirs où, disons, encore une fois, pour l'économie, on voit bien les savoirs critiques sont quand même poussés de côté. Dans le droit, les savoirs plus théoriques, etc., ne sont pas tellement ceux qui ont le plus surjoué, etc. Donc, voilà, je suis d'accord sur ces deux points. Je pense que toutes les disciplines n'ont pas le même statut, c'est-à-dire que beaucoup de disciplines n'ont pas la même utilité sociale pour les pouvoirs. Donc, ça n'a pas exactement. Enfin, tout n'est pas pareil, quoi. Sur la question que vous posiez, alors, sur la question de fait du boycott, enfin, pour résumer d'un mot, il me semble qu'un argument qui a été souvent dit, donc je ne dis rien d'original, c'est que manifestement ces préoccupations pour les libertés académiques ne s'appliquaient pas 2 ans plus tôt quand on parlait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, est-ce qu'on se dit, oui, c'est pas pareil, ou est-ce qu'on se dit, on s'est trompé pour la Russie, ou est-ce qu'on se dit, on se trompe pour Israël? Voilà. Et ça, c'est la bataille commune. Donc, pour ma part, en tout cas, je considère que ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont des enjeux. Donc, en fonction de critères politiques, nous allons décider que ça, on peut boycotter, ça, non. Et bien sûr, après, tout le monde ne sera pas d'accord sur tout. C'est le principe même de la politique. Mais lorsqu'on nous présente ça comme dicté par un principe très général, etc., comme ce principe très général est appliqué par intermittence, ça veut dire que ce n'est pas le principe général qui explique. Enfin, je ne dis rien d'original, vraiment, je n'ai pas inventé la poudre en disant ça, mais il me semble que ce sens commun peut s'appliquer. Enfin, et encore une fois, beaucoup de gens le disent d'ailleurs. Alors ensuite, sur la question des savoirs expérientiels. Deux choses. Premièrement, pourquoi je me focalise sur les savoirs universitaires? Parce que c'est l'objet de cette analyse, c'est-à-dire les attaques spécifiques contre ça. Donc on voit bien les effets aujourd'hui avec Trump, par exemple. Donc c'est une question de délimiter un objet. Après, dans ma propre pratique, c'est-à-dire, pas seulement celui, mais disons, une vie universitaire depuis 35 ans, bah, au contraire, je revendique beaucoup le fait que quand on travaille sur des sujets tels que les questions sexuelles, tels que la question raciale, etc., bah, en fait, il n'y a pas une séparation très nette. Enfin, et c'est un choix que j'ai fait, y compris, je sais pas, dans le fait de faire des livres avec des gens qui ne soient pas uniquement universitaires, etc., enfin, de mélanger volontairement, ou bien dans mes propres pratiques, de mélanger dans un même livre des textes qui ont été publiés dans la presse et des textes qui ont été publiés dans des revues scientifiques comme L'Homme, comme etc. Donc j'essaie de mettre ça en pratique, non pas pour dire que tout est pareil, je ne pense pas que tout soit pareil, je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a une spécificité du travail qu'on fait en tant qu'universitaire, mais par exemple, quand on travaille sur les questions raciales, il me semble, la question raciale, il me semble qu'il n'est pas possible, enfin dans mon cas, ça me paraît impossible, de le faire simplement en disant je suis en surplomb. Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je pense qu'en pratique, pour avoir depuis très longtemps des liens avec différents mouvements militants, etc., je pense que c'est une circulation dans les deux sens. Enfin, c'est mon expérience en tout cas, et je pense que c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est-à-dire moi, par exemple, j'ai eu un moment très heureux il n'y a pas très longtemps, où je me suis dit, ah, quand même, tout ça, ça sert à quelque chose, y compris les attaques. C'est quand j'ai vu dans une manifestation
contre les violences policières, qui avait toute une intervention sur le racisme systémique de quelqu'un qui n'était pas du tout universitaire, etc. La banalisation de ce terme me paraissait un exemple intéressant. Et bien sûr, les gens qui parlent de tout ça, dont je fais partie, se sont nourris aussi et d'échanges directs avec des personnes qui pensent tout ça. Y compris, il y a des personnes qui sont à l'articulation entre les deux plus que d'autres. Par exemple, en France, quelqu'un comme Saïd Bouamama, avec qui j'ai eu pas mal d'échanges, c'est quelqu'un qui n'a pas une position universitaire, mais qui est une sorte d'intellectuel, etc. Et bien sûr lié à des mouvements militants, etc. Et je pense que voilà, il y a des degrés différents selon les positions qu'on occupe. Et c'est des circulations. Donc je suis tout à fait d'accord. Il se trouve que là, effectivement, c'est vraiment l'objet là. Mais en même temps, donc c'est pour ça que je disais, je ne suis pas du tout dans la vulgarisation, je lis des trucs, et puis après il y a des gens qui peuvent s'emparer, mais moi j'écoute ce que les gens me disent, aussi, y compris quand je fais des interventions. J'écoute, et puis ça m'amène à reformuler, à préciser, ou à dire autre chose, ou à inclure des trucs, etc. Enfin, c'est une circulation. Donc je pense que je revendique une pratique de la sociologie qui n'est pas de ne parler qu'à des sociologues. C'est de parler à la société. Mais aussi de parler avec la société. C'est vraiment ce que je revendique, et en particulier ça se traduit dans mon emploi du temps. Parce que c'est ça la réalité, c'est pas juste ça m'intéresse, etc. C'est proportionnellement combien de son temps on passe à quoi. C'est un peu ça qui a des conséquences réelles. Donc j'ai pas. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'il y a des circulations, mais disons que je suis de temps en temps content quand des trucs que soit moi-même, soit d'autres, soit etc., quand on voit que c'est réutilisé. Mais ça marche dans l'autre sens aussi, bien sûr. Et c'est très bien. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que les gens sont en dette les uns vis-à-vis des autres, peu importe. L'important c'est que ça circule. Merci. Voilà.